Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Capucine Kostadinov, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre des interviews de fées, ces femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Aujourd'hui, je vous présente Emilia Fulmer-Bourré. Emilia et moi, on s'est justement rencontrés dans le cadre d'un Hypermind dans lequel on évolue ensemble. Voilà, et c'est merveilleux tout ce qu'on comprend de nos fonctionnements et tout ce qu'on transforme pour aller de plus en plus vers notre puissance personnelle. Donc, Emilia, je vais te laisser te présenter et puis après, je vais te poser des questions pour te connaître et comprendre comment tu en es arrivée, où tu es aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci Capucine, merci de me recevoir ici. Je suis heureuse d'être là avec toi, avec chacune de vous qui nous regarde. Donc, Emilia Fulmer-Bourré, je suis coach en parentalité et en business. En fait, ce que moi j'aime particulièrement, ce qui me fait grave kiffer, c'est en fait d'avoir une vie de maman dans laquelle je vis de l'amour et de la joie et du bonheur avec mes enfants tous les jours et séparée dans mon business en fait. Avoir une business dans laquelle je suis là, mais je vais aller travailler, c'est trop bien. Et je vais aller chercher mes enfants. Et je suis trop heureuse de les retrouver, de les voir et de passer du temps avec eux. Et d'avoir vraiment un business dans lequel, en fait, ma vie de famille, ma parentalité sert à mon business chaque jour et le rend encore meilleur. Et ça, c'est kiffant. Et donc, j'accompagne des mamans qui veulent ces mêmes choses, en fait. Qui veulent kiffer leur vie de maman, qui veulent kiffer leur business et qui veulent trouver un équilibre entre ces deux choses où c'est comme deux vases communicants, l'un et l'autre se nourrissent mutuellement. Et ça, c'est juste ultra puissant. Ok, alors tu sais ce que j'aime bien montrer dans ces interviews de fées, notamment aux femmes atteintes d'endométriose, puisque moi c'est par ce parcours-là que j'en suis arrivée à faire mes propositions d'accompagnement, les propositions d'accompagnement que je fais aujourd'hui. Montrer qu'en fait on n'est pas arrivé là comme ça dans la joie et l'harmonie, même s'il y a eu beaucoup de joie et beaucoup d'harmonie dans nos parcours aussi. Mais voilà, si tu peux nous raconter quels ont été pour toi le ou les points de difficulté, tu vois, les points justement de désalignement ou qui t'ont mené à créer ton activité et proposer les accompagnements que tu proposes aujourd'hui. Bien sûr. Par où démarrer? Parce que pour moi, c'est vraiment tout ce que j'ai vécu dans ma vie m'a amené à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je dirais que les points forts, c'est que dans mon enfance, j'avais une relation avec ma maman qui faisait que j'avais plus le rôle d'être la maman de ma maman. Mm-hmm. C'est avec le fait que quand je grandissais, il y avait une ambiance avec beaucoup de violence verbale et physique. Et ça me touche de le dire. Et que ça, en fait, ça a fait que... Hop. Tu me vois? C'est ma batterie, je vais devoir le brancher tout de suite après. Okay. Et que, en fait, cette violence, quand j'étais petite, je me disais, il y avait quelque chose au fond de moi où je me disais, mais c'est pas obligé que ça se passe comme ça. Et que je me suis dit, mais quand moi, je deviendrai maman, jamais je serai comme ça. Donc et puis en fait, dès toute petite, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui se passait pas comme depuis toute petite, c'est ça. Je me suis dit, mais il doit y avoir une autre manière de faire. Parce que moi, j'avais vraiment, depuis petite, j'avais ce rôle d'être la petite fille parfaite, la petite fille sage, qui faisait tout ce qu'on lui demandait de faire, etc., qui disait jamais non, qui disait toujours, OK, oui, je vais le faire, OK, je vais le faire, OK, je vais le faire, qui avait toujours de très, très bonnes notes, qui réussissait dans tout, mais parce que je m'imposais ça. En fait, tu vois, je m'imposais depuis... Comme ma maman, elle m'a toujours dit, comme je suis américaine, en anglais, elle me disait, mais t'es comme une petite fille, mais avec un âme de vieux.
dans l'expression, tu vois, dont elle se servait, que j'avais vraiment une sagesse que je ne devais pas avoir à l'âge que j'avais. Et je regardais, tu vois, j'étais une fille au milieu de 2 frères, et mes 2 frères étaient extrêmement turbulents et rebelles, des choses que moi, je ne me permettais en aucun cas d'être ou de faire. Mais je voyais bien petite qu'ils faisaient ça parce qu'ils ne voyaient pas d'autre choix. Tout comme moi, le fait que j'étais cette petite fille sage, je ne voyais pas d'autre choix. Je ne voyais pas d'autres possibilités. Mais je voyais que tous en voulaient que ça se passe bien. Mais que l'alchimie qu'il y avait dans ma famille, en grandissant, faisait qu'il n'y avait pas d'autre porte de sortie, en fait. Et donc, ce cycle, on le vivait, on le revivait. Mais et quand je suis devenue adulte, tu vois, je me suis rendu compte, j'ai été victime de dépression à plusieurs fois. En regardant en arrière, ça n'avait pas été diagnostiqué, en fait. Ça a été diagnostiqué à un moment donné, mais j'ai eu d'autres épisodes qui n'ont jamais été diagnostiqués, que je me rends compte en regardant en arrière. J'ai été victime de harcèlement moral à plusieurs reprises aussi. Et c'est justement la deuxième fois, en fait, où j'étais victime de harcèlement moral, où je suis partie de l'entreprise dans laquelle je travaille en ressources humaines, en dépression et en burn-out, que du coup, là, en fait, je me suis dit, mais vraiment, je vais tout changer, en fait. J'étais dos au mur et je me suis dit, mais je dois trouver une autre manière de faire. Et c'est fou parce que c'est aussi quelque part forcément peut-être, ou en tout cas c'est pile à ce moment-là où tout ce que je vivais avec mes enfants, je sentais depuis leur naissance qu'il y avait comme un décalage, que je pouvais être parfois la maman que je voulais être et parfois pas. Et parfois en étant la maman que je voulais être, je me rendais aussi compte que en fait c'était pas bon pour moi, parce que cette maman que je croyais que je voulais être, une maman hyper douce et bienveillante et qui faisait tout pour ses enfants, je sentais aussi que c'était pas bon pour moi, dans le sens où c'était pas dans le respect de moi. C'était pas en me demandant qu'est-ce que je voulais moi, c'était toujours qu'est-ce que veulent mes enfants. Et donc, eux, ils prenaient une énorme place, mais moi, ma place, elle était où? Je savais pas, en fait. Et donc, de vivre ça avec le début de leur vie et que cet harcèlement et cette dépression et burn-out, c'est arrivé quand mon plus grand, il avait 5 ans. Mes enfants avaient 5, 3 et 0. Et je me suis dit, mais c'est juste fou parce que c'est à ce moment-là que vraiment avec mes enfants, ça a commencé à partir en live total. Et donc, les épisodes, les moments où je m'écartais encore plus, où l'espace qu'il y avait entre la maman que je voulais être et la maman que j'étais, et les choses que je faisais à mes enfants et que les choses que je leur disais, et la violence que je reproduisais de mon enfance était là. Et ça faisait que grandir cet espace-là. Et c'est exactement ce que je ressentais avec la dépression, c'est que il y avait un énorme espace entre la femme que je voulais être à la femme que j'étais. Et que l'espace entre les deux, je ne savais même pas en fait qu'est-ce qu'il y avait dedans. Qui était cette femme que je voulais être? Je ne savais pas. Qui était cette maman que je voulais être? Je ne savais plus non plus. Parce que je savais que ce n'était pas celle que je croyais que je voulais être. Ce n'était pas celle que j'étais. Mais du coup, c'était qui? Elle était comment? J'avais aucune idée. Et donc, du coup, c'est avec cet événement hyper douloureux, en fait, avec forcément plein d'autres événements qui ont fait que rajouter des couches de douleur à ça, mais qui a fait que j'ai passé une période à tout déconstruire et à tout reconstruire. Et j'ai tout déconstruit, je me suis fait ce cadeau, en fait, d'aller jusqu'au bout de cette déconstruction en me disant, plus je déconstruis,
que je vais pouvoir reconstruire sur de bonnes bases. Et que j'ai compris que ce qui s'est passé dans mon enfance, en fait, ça a fait que je n'ai pas grandi avec les bases que j'avais besoin ou que je voulais avoir, en tout cas, pour être une personne véritablement heureuse, en fait. Pour être une femme véritablement épanouie, pour venir dans la relation à l'autre d'une manière équilibrée. Parce que je savais que être dans ce rapport de force, que où j'étais soumise et l'autre prenait du pouvoir sur moi, que c'était mon enfant ou une autre personne, ou que moi je prenne le pouvoir sur l'autre et que c'était lui qui se soumette à moi. Et je savais que faire ça, mais je savais pas être en face à face et dans l'amour en fait et dans quelque chose de juste en fait. Et du coup, ah, excuse-moi. Je t'en prie. Quand tu as mis de la conscience sur ces fonctionnements, comment après tu es passé à la transformation justement vers la femme que tu es aujourd'hui? Comment tout ça, ça s'est emboîté? Tu vois, quelles ont été les étapes ou Au début, en fait, la première étape a été, je dirais, le fait. La première étape, le déclencheur, était vraiment que c'était mon médecin de travail qui m'a diagnostiqué en état de dépression. Et ça, c'était vraiment un moment difficile parce que je voulais pas ça en fait. Je voulais pas cet harcèlement, je voulais pas cette dépression, je voulais pas ce burn-out. Je voulais juste que ça roule quoi. Je relève Emilia parce que ça me fait mais tellement penser. Je le relève s'il y a des femmes atteintes d'endométriose qui nous écoutent que tant qu'on veut pas accepter, reconnaître la maladie et se dire que c'est là et qu'on est simplement en train de se dire qu'on voudrait que ce soit pas là, c'est comme si on peut rien transformer. Et j'adore ce que tu partages parce que j'imagine que pour que la suite s'enclenche, il a fallu cette phase d'acceptation où tu acceptes en fait celle que tu étais à ce moment-là, c'est-à-dire en dépression, pas bien, voilà, une maman qui n'était pas celle que tu voulais, tu vois. Pour moi, cette phase d'acceptation-là, elle est essentielle pour ensuite transformer les choses, quoi. Donc, je le relève pour les personnes qui nous écouteront. Et donc une fois que ce médecin t'a diagnostiqué cette dépression, que tu voulais pas admettre. Ouais. Et du coup, après, j'ai passé, du coup, suite à ça, il y avait aussi, tu vois, l'acceptation, différentes phases dans l'acceptation de cette maladie, qui était l'acceptation de me mettre sous antidépresseur, parce que ça non plus, je ne voulais pas. L'acceptation aussi, comme j'étais dans un état de burn-out, l'acceptation de la quantité du temps que je passais à dormir. Parce que clairement, pour mon corps, la chose la plus importante dont j'avais besoin, c'était de dormir. Et donc, je me réveillais le matin, j'aidais mon conjoint à préparer les enfants pour l'école, soit lui, soit moi, on les amenait. Je rentrais et je dormais. Je me réveillais de la sieste et souvent, je ne mangeais même pas. 1 heure plus tard, je redormais. Et puis, je me réveillais, je mangeais un peu, je redormais. On allait chercher les enfants à l'école, on rentrait, on les faisait de nuit, etc. Et je me rendormais pour la nuit. Donc, je passais un temps énorme à dormir. Mais du coup, moi... Merci Emilia de nous le partager parce que je sais que ce n'est pas évident de dire ces choses-là. De parler de ces moments de grande vulnérabilité dans lesquels on a été. Et c'est vraiment important ce que tu dis parce que, encore une fois, je fais un parallèle avec l'endométriose. Quand on
parfois, on est justement pris dans ces douleurs, tu vois, que je peux comparer à ta dépression. Et puis, on ne veut pas aller se faire opérer, on ne veut pas prendre soin d'abord juste de son corps, tu vois, avant d'aller chercher l'étape d'après. Et c'est vrai que c'est nécessaire de... alors, chacune son chemin et chacun le fait et le vit comme il a envie, mais en tout cas pour toi et pour moi, ça a été nécessaire ce temps de la médecine m'aide, je me repose, je prends soin de moi et après, voilà, partir de où on en est en fait. Et parfois, on veut griller les étapes et ça nous ramène à cette grande vulnérabilité. Ah, l'image s'est figée, Emilia. Est-ce que tu es toujours là? Ah oui, voilà. Il faut que tu retournes ton téléphone et on sera bon. Et que tu remettes le son. Le son est coupé. Non, mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec Internet. Non, mais il n'y a pas de souci. En plus, j'adore, tu sais, qu'on parle de souveraineté et que tu sois dans ce grand fauteuil de reine, là. J'adore ça. J'aime beaucoup parce qu'en plus, avant l'interview, on a cherché l'endroit où tu pouvais t'installer. Et je trouve que finalement, ce fauteuil, il est chouette parce que il peut symboliser oui, pour moi, la souveraineté, c'est reprendre les rênes de sa vie. Et on voit bien qu'à un moment, tu n'avais plus les rênes de ta vie quand tu étais dans ce moment-là. Et j'aime beaucoup ce que tu puisses parler de cette grande vulnérabilité tout en étant dans ton trône de ta vie. Donc, c'est ma chaise de godasse. De godasse? Oui. C'est quoi godasse? Godasse, tu connais pas? C'est la de déesse. Ah d'accord, ok, bah je connais pas ce mot. Ok. Tu vois, dans mon bureau, j'ai plusieurs espaces. C'est l'espace où je viens pour pas être, justement, comme tu parles d'énergie masculine et d'énergie féminine. Quand je suis à mon bureau, je suis dans une énergie masculine, dans ce truc de faire, de tac, 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 tac. Je viens ici pour être dans un espace, pour être dans mon énergie féminine. Là, je ne l'ai pas fait, mais je m'allume des bougies. Souvent, j'ai des fleurs à côté, je mets des huiles essentielles et tout ça. C'est un espace où je suis en réception, en fait. Et du coup, cet équilibre-là, pour moi, ça fait vraiment partie de la souveraineté, cette compréhension de notre monde intérieur et de cet équilibre entre notre énergie masculine et notre énergie féminine. Et d'ailleurs, si tu es arrivé à ce burn-out, peut-être tu peux nous en dire un mot. C'est peut-être que tu n'étais pas tant connecté que tu ne l'es aujourd'hui à ton énergie féminine. Est-ce que tu as envie de t'exprimer là-dessus ou tu as plutôt envie de... Avec plaisir, avec plaisir. C'est quelque chose, pour moi, c'est vraiment un travail. Pour moi, à mon avis, ça va être un travail de toute une vie. Tu vois, ça fait partie de mes axes d'évolution pour toute ma vie, tu vois. Parce que, en effet, qu'est-ce qui m'a, parmi d'autres choses, qu'est-ce qui m'a amené à venir dans ce burn-out, c'est que j'étais que dans cette énergie masculine. C'est que je ne m'écoutais pas, je ne savais pas, tu vois, avec cette enfance où j'étais dans ce truc où je fais toujours pour l'autre. Je fais toujours ce qu'on attend de moi. Je suis dans l'action, dans le fait de prédeviner ce qu'on va peut-être me demander et de le faire même avant qu'on me le demande, tu vois, pour que surtout, l'autre ne se mette pas en colère. Tu vois? Et donc, ce fonctionnement-là que j'ai appris petit pour me protéger et qui était une question de vie et de mort pour moi, enfant, je l'ai gardé forcément adulte. Et ça fait partie du fonctionnement qui m'a amené dans cet harcèlement et qui m'a amené dans ce burn-out. Parce que j'étais dans ce truc au travail de me dire, OK, on attend quoi de moi? Je dois être qui? Je dois faire quoi? Je dois faire comment pour que ça se passe bien? Pour qu'on arrête d'être en colère contre moi, pour qu'on arrête de me critiquer, pour qu'on arrête de me dire que ça ne va pas ce que je fais ou qui je suis.
Et Mais donc, plus j'étais dans ces actions. Comment? je dis forcément, c'est épuisant, ouais, c'est au bout d'un moment de fonctionner comme ça. Ouais. C'est ça. Mais je ne le voyais pas. Mm. Je Mais le du coup, voyais pas, je quand tu comprenais as mis de pas. la conscience là-dessus, c'est là que tu as pu décortiquer, comme tu disais tout à l'heure, hein, décortiquer, je ne sais plus le mot que tu employais, mais vraiment aller chercher ouais, les couches en fait pour comprendre ces fonctionnements-là qui par définition sont des fonctionnements inconscients, sinon ce serait trop facile de mettre de la conscience dessus. Et comment ça s'est transformé aussi au niveau de ton activité pro, tu vois, par rapport à ce que tu transmets sur la parentalité et comment ça a changé ta façon d'être maman parce que j'imagine que ça a dû tout transformer aussi, Oui. même si Ben, c'est que, ton ouais, c'est que aujourd'hui, imparfaite et fière de l'être. Et donc, le c'est but, ça. c'est vraiment pas de devenir des mamans parfaites. Et voilà, c'est important de le redire ici parce qu'on peut vite être dans cette Ouais. là. Ben, encore, je le disais, tu vois, on a eu le 6e jour du programme que j'ai en cours qui s'appelle Nos Limites, qui est sur l'autorité. Et c'est exactement quelque chose que j'étais dedans là aujourd'hui, dans ce côté imparfaite. Parce qu'on se met tellement l'impression, moi, je me mettais tellement l'impression d'être parfaite partout dans ma vie. Et je ne me rendais pas compte à quel point ça m'épuisait. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait ce burn-out. Et quand après coup, j'ai commencé à regarder et me rendre compte, en fait, que je forçais mes enfants à faire plein de choses. Et je n'étais pas d'accord avec ça. Ce n'était pas OK pour moi. Je voyais bien dans leurs yeux la violence que ça leur imposait, en fait, que je les force à faire des choses. Et je me revoyais, tu sais, dans leurs yeux, moi, petite, quand on me faisait ça et la violence que ça me faisait à moi. Et je me suis rendu compte que, en fait, si je les forçais, c'était parce que je me forçais. Donc, je m'imposais à moi cette même violence, mais qui était même, j'étais comme insensibilisée, en fait. Ça me faisait plus rien. J'ai tellement vécu ça que je me rendais même pas compte. Je sentais même pas comme c'était violent. C'était normal, en fait. Et c'est quand j'ai fait ce burn-out et que du coup, je pense que tu vois, tu parlais de comment j'en suis venue à l'énergie féminine. Je pense que certainement, sans le savoir à ce moment-là, parce que je ne connaissais pas ces termes, mais la maladie m'a amenée d'office dans mon énergie féminine. J'étais obligée, pour m'en sortir, d'accepter de ressentir. Et qu'aujourd'hui, c'est à la base de tous mes accompagnements et de tous mes programmes. C'est accepter de ressentir. Parce que c'est que quand je ressens que du coup, je peux agir d'une manière alignée, en adéquation avec ma propre justesse. Et quand moi, je suis juste envers moi-même, c'est là où je suis juste envers l'autre. Tout comme avant, quand je me forçais moi-même, je forçais l'autre, je forçais mes enfants, je forçais mon conjoint, je forçais tout le monde que je pouvais forcer. Ben là, quand je suis juste avec moi-même, quand je suis dans le respect de moi-même, je suis aussi dans le respect de l'autre. Et ça amène en fait un telle douceur et un telle bienveillance qu'avant, je me rendais, je pense même pas compte que c'était possible. Et que j'avais même peur de vivre parce que je croyais que si je regardais véritablement mes enfants et les autres, si je les regardais comme chacun est en droit de ressentir ce qu'il ressent et de vouloir avoir ce qu'il veut avoir, que je perdais le contrôle total, en fait, de toute ma vie et de tout ce qui se passe autour de moi. Et que ce que je vois, c'est que plus je suis dans mon ressenti à moi, plus je peux communiquer à l'autre ce qui se passe pour moi et quand quelque chose est OK ou pas OK. Et que du coup, du fait que moi, je me positionne de manière claire,
et juste sans être dans un jugement de l'autre, mais en lui disant, voilà, moi, c'est ça en fait. Que du coup, lui peut venir et me dire, ah ben moi, c'est ça. Et donc, du coup, on peut échanger et là, trouver un chemin commun. Que avant ça, c'était pas possible en fait. C'était moi ou c'était toi. C'était pas nous. Et ce nous, en fait, c'est tellement, tellement important. Mais c'est possible que parce que je ressens ce qui se passe pour moi et que je le communique à l'autre. C'est vraiment super que tu en parles comme ça parce que souvent, quand on est dans la voie de la thérapie, du développement personnel, les personnes extérieures à ça peuvent voir ça comme quelque chose d'assez égoïste, tu vois, comme quelque chose qu'on fait pour soi. Et c'est vrai, on le fait pour soi, mais les répercussions et les impacts sont clairement, enfin, bon, pour nos conjoints, nos enfants, les personnes avec qui on travaille. En fait, ça met vraiment beaucoup plus de justesse dans les relations. Voilà, développer l'intelligence émotionnelle, ça permet aussi à l'autre d'être beaucoup plus, enfin, d'ouvrir en fait des possibilités de parler de choses qui sont quand même relativement tabous hein, dans certains endroits, on va dire, de la société dans laquelle on évolue. Hein. Et j'aime beaucoup que tu puisses dire ça parce que je pense que quand je dis, tu vois, quand je prends cet acronyme des faits, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très humaniste là-dedans. C'est-à-dire que plus on est à renforcer cette souveraineté, le fait de reprendre les rênes de sa vie et tout ce que je viens de dire, plus en fait on fait évoluer la société vers en tout cas quelque chose, moi, qui est une société qui correspond plus à une société dans laquelle j'ai envie de vivre. Et donc, pour moi, c'est vraiment important que tu dises, et c'est ce que tu viens de faire, comment ça peut se répercuter sur toutes les personnes, en fait, autour de soi quand on fait un travail sur soi. Donc, merci de partager ça. Et du coup, tes enfants, comment est-ce qu'ils savent ton activité? Comment tu leur parles? Tu vois, je serais curieuse de savoir comment tu leur partages tes programmes. Enfin, voilà, comment ça se passe dans la famille par rapport à ça? Ils savent ton métier? Ben, je dis avec des mots, je leur parle, Ils ont je quel leur âge? parle pas de mes Ils ont quel âge programmes, en fait, aujourd'hui? je leur parle pas de. Tes garçons ont quel âge aujourd'hui? Donc mes enfants, ils ont 11, bientôt 9 et 5 ans. Donc 3 garçons. Et donc moi, je leur dis que j'aide d'autres mamans à se sentir heureuses en tant que maman. Pour que ça se passe bien en fait avec leurs enfants. Et tu vois, donc souvent quand je viens ou je vais être en coaching ou que je vais faire un live ou que je vais faire un programme, je leur dis, je vais aller dans mon bureau, je vais aller parler avec d'autres mamans. Et eux, tu vois, ils me disent, ah ouais, d'accord, vas-y. Ils sont trop beaux en fait. Et ils me disent, tu vois, ils me disent régulièrement, ils me disent, mais maman, je suis tellement heureux que tu aides d'autres mamans à faire ce que tu fais. Parce que mes enfants, ils voient bien en fait, les enfants, ils voient beaucoup plus de choses. Ils sont beaucoup plus observateurs et conscients de choses qu'on ne le soupçonne en fait. Et donc moi, mes enfants, ils voient très bien comment ça se passe chez nous et comment ça se passe chez leurs amis. Et donc ils voient très bien que, alors que chez nous, il y a de vrais espaces de discussion, il y a de vrais espaces où chacun a sa place, a sa juste place. Et qu'eux, ils ont le droit de nous dire quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose et qu'on en discute et qu'on convient ensemble d'une solution qui nous convient à tous. Et alors que dans les familles de la plupart de leurs amis, c'est
l'enfant ne décide de très, très peu de choses. Donc, c'est non, j'ai dit non, et puis tu te fermes la gueule. Et ils ressentent comment c'est difficile, ça, en fait. C'est difficile. Et aussi à l'école, tu vois, avec les maîtresses, alors, ils ont de très, très bonnes maîtresses, mais ils voient bien que à quel point ils ont pas le droit de dire quand ça va pas, en fait. Et à quel point c'est précieux pour eux qu'on puisse entendre leur nom. Tu vois, même moi j'ai 2 enfants aussi particulièrement sensibles. Et c'est vrai que voilà, il y a des personnes pour qui, en fait, le problème, entre guillemets, c'est que quand l'enfant est dans son émotion, ben, en miroir, il éveille celle de l'adulte. Et effectivement, selon où en est l'adulte en face avec ses propres émotions, ben, c'est acceptable ou ça l'est pas. Et c'est vrai que, bon, ben, voilà, ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Effectivement, plus on a nous-mêmes travaillé, enfin, ouais, plus on est allé plus on évolue en conscience de qui on est, plus on peut accepter aussi l'autre où il en est, y compris les enfants, quoi. Il y a souvent ce côté, tu vois, déjà en tant qu'adulte, si moi, mon conjoint me demande quelque chose et que moi, je lui dis non, déjà entre adultes, ça va être difficile pour lui souvent d'entendre mon non. Et quand ça vient d'un enfant, un enfant, il n'est pas supposé dire non, quelque part, tu vois, dans la culture générale, dans nos croyances sociétales. Un enfant, il est là pour écouter l'adulte. Il est là pour faire ce que l'adulte lui dit de faire. Mais ça veut dire que l'enfant, il n'a pas la place pour dire non. Et pour moi, donner la place à l'enfant de dire quand il est d'accord ou pas d'accord, c'est essentiel. Parce que c'est là la base, c'est là la racine, la graine de l'adulte que quand il grandit, ben, il devient là un adulte réellement heureux et épanoui. Parce que je ne peux être heureux que si je sais dire oui et si je sais dire non. Si je ne peux pas dire l'un ou l'autre, ben, je n'ai pas cet équilibre. Et donc, je ne peux pas être épanouie. Je ne peux pas aller chercher la vie que je veux avoir. Et ça, c'est mon but à moi, en fait. C'est d'avoir des enfants et d'accompagner d'autres mamans, que nous, mamans, soient heureuses et qu'à l'intérieur de nous, on construise ces bases, que quand nous, on les incarne, ben, du coup, parce que nous, on les incarne, d'office, nos enfants, ils les apprennent. Pour moi, et ça va changer la société. Ouais. Tu es vraiment en train de poser ce que beaucoup d'autres posent avec toi, mais ce nouveau paradigme de l'éducation, voilà, pour préparer des adultes heureux, en fait. Et j'aime beaucoup que tu puisses le dire comme ça parce que c'est comme un changement, c'est comme si on est entre deux façons d'éduquer les enfants. Et pour moi, actuellement, on est en transition au niveau de la société sur tellement, tellement de sujets, tu vois, sur l'éducation des enfants, sur la maladie, sur l'argent, sur la santé, enfin sur plein, plein de sujets. Alors après, bah, il y a des personnes dans le mouvement et puis d'autres pas, et c'est complètement OK comme ça, mais j'aime beaucoup que tu puisses amener ce changement de regard. Merci Emilia de nous amener ça. Avant de se quitter, je voudrais que tu puisses... tu sais, j'aime bien vraiment mettre l'accent dans ces interviews de faits sur le fait que finalement, ce qui a été nos plus grandes difficultés deviennent... Pour moi, c'est ça, hein, sublimer les blessures ou tu vois, les regards des saisons pour transformer en lumière. On peut en parler de plein de façons. Et toi, c'est vraiment au lieu d'avoir une vie où tu dis bah j'ai pas eu l'enfance heureuse que j'aurais voulu avoir, j'aurais pas grandi dans le contexte dans lequel j'aurais voulu grandir, et du coup j'en fais un point de victimisation qui m'empêche,
qui m'empêchent de me réaliser, ben, c'est comme si tu as inversé les choses pour en faire ce qui est finalement la base de non seulement ce que tu développes pour toi aujourd'hui, mais de ce que tu transmets au monde. Et pour moi, c'est ça la magie des fées. Tu sais, avec nos petites baguettes, chacune avec nos baguettes, on œuvre à ça. Et voilà, je te laisse le mot de la fin là-dessus parce que j'aime finir avec cette énergie-là. C'est-à-dire, quel serait pour moi mon mot de la fin, ce que j'aurais envie de transmettre? Tu vois, par rapport au fait que tu aurais finalement ce que tu as vécu petite, ça aurait pu être ton pire handicap pour toute ta vie. Et finalement, c'est devenu le socle de tout ce que tu crées aujourd'hui. Et ça, c'est super. Donc voilà, si tu as envie de rajouter quelque chose, après, si tu n'as rien à rajouter, oui, juste je pense que si j'en tire une chose, et c'est vraiment, tu vois, ce que je dis à chaque maman que j'accompagne, c'est que on s'en fout en fait. On s'en fout de ce que pense l'autre. On s'en fout de ce qu'on va pouvoir dire de nous. On s'en fout de la parentalité que je suis supposée avoir, de la maman que je suis supposée être, de ce qu'on attend de moi, de ce qu'on dit de moi, etc. Pour moi, la clé que j'ai vraiment, qui règne ma vie aujourd'hui, c'est quel est mon chemin, quelle est ma justesse, quelle est ma parentalité, quel est mon business, qu'est-ce que je veux. Parce que, tu vois, on parlait tout à l'heure de comment ça peut paraître égoïste de penser à soi d'abord, mais c'est quand je viens trouver mon chemin et ma justesse et que j'écoute vraiment mon cœur, que j'agis tête, corps et âme, que du coup, bah, c'est là où ça crée vraiment une vie ultra, ultra puissante en fait. Où du coup, en fait, on a envie d'être avec toi et que tu as envie d'être avec les autres. Et pour moi, quand on vient sur cette terre pour nous sentir en lien les uns avec les autres. Et qu'on ne peut être en lien que quand on écoute en fait tout notre être en fait. Et donc c'est ça en fait la base, c'est s'écouter soi et oser aller là où je choisis d'aller, où je veux aller, où mon cœur m'appelle à y aller en fait. C'est le plus gros cadeau qu'on puisse se faire. Oser faire ça. Merci beaucoup, Emilia, de ce temps partagé et puis de tout ce que tu transmets. Je mettrai tes coordonnées, enfin comment te rejoindre ton monde s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur ce que tu proposes. Merci beaucoup. Belle après-midi à toi et à bientôt. Merci à toi, Capucine.